Voilà, nous entrons désormais de plein-pied dans l'espace, bien sécurisé, de l'Union européenne, mais avec, une certaine prudence puisque, l'heure est semble-t-il au règlement de compte. Si l'on en croit en tout cas le la réception qui a été faite par les médias et pas forcément des médias, uniquement généralistes, de, ce que j'ai tendance, à vouloir qualifier de choc des titans. Mais Francesco va me, rectifier, à travers son regard, de spécialiste, le bon usage de la métaphore pour évoquer ces tensions liées à la décision prise par la Cour constitutionnelle allemande, enfin le tribunal de Karlsruhe, vis-à-vis de la politique menée du côté de la BCE et la riposte qui s'en est suivie à Luxembourg. Francesco, c'est à toi. Oui, merci Marc et rebonsoir à tout le monde. Donc, je vais vous parler de cet arrêt de la Cour constitutionnelle allemande du 5 mai dernier, par lequel la Cour a constaté pour la première fois que la Cour de justice de l'Union européenne a statué ultra vires, c'est-à-dire en retenant une conception trop extensive des compétences, en outrepassant les compétences, parce que la Cour de justice a estimé que dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le traité FUE, la Banque centrale européenne peut acheter, sous certaines conditions, des titres publics sur les marchés secondaires. Alors, évidemment, l'arrêt n'intervient pas à un moment très opportun, puisque même s'il a été rédigé bien avant la crise sanitaire, il arrive quelques semaines après que la Banque centrale européenne a lancé son programme spécifique d'achat de titres publics et privés pour remédier à la pandémie. Donc, on est dans ce contexte un peu particulier, un moment où il y a aussi une contestation d'inaction ou du retard de l'action de l'Union européenne. Mais évidemment, ça, ce sont des considérations d'opportunité auxquelles la cour allemande est bien insensible. En réalité, ce qu'elle a fait, c'est mener un raisonnement en droit. Alors, juste replacer le contexte, parce que la Cour constitutionnelle précise bien dans son communiqué de presse que tout cela ne concerne pas les mesures actuelles adoptées dans le cadre de la crise sanitaire, et en particulier ce programme de la BCE. Alors, pour la Cour allemande, le problème était en réalité un programme d'achat de titres publics. Alors, titres publics, ce n'est pas uniquement des titres émis par les États, c'est aussi des titres qui sont émis par des collectivités territoriales ou par des sociétés à capitaux publics, etc. Et donc, ces achats faisaient partie de la politique dite du quantitative easing, c'est-à-dire une politique lancée en 2015 par la BCE, comme ce qu'avait fait la Federal Reserve ou la Bank of Japan, qui consiste donc, pour atteindre l'objectif ici de stabilité des prix, au-delà des taux d'intérêt qui sont devenus quasiment inutilisables, eh bien, d'utiliser d'autres instruments comme ces achats de titres. Et la motivation de la Banque centrale européenne, c'était la stabilité des prix, parce qu'il y avait une déflation, des risques de déflation, et il fallait provoquer une inflation pour revenir au taux de 2%, puisque c'est cela la stabilité des prix selon la BCE. Alors, cette question de l'achat des titres publics, c'est une vieille question en réalité, qui remonte à la première crise financière de 2010, où déjà les Allemands, la Bundesbank et dans l'opinion publique allemande, s'étaient opposés à ces achats de titres, à l'époque, d'États en réalité, en difficulté financière ou sous assistance financière. Et en quelque sorte, la contestation allemande, d'abord dans le milieu des banques centrales, puis dans l'espace public, a peu à peu pris, et le débat s'est embrasé et a été porté devant la Cour constitutionnelle allemande, qui avait posé une première question préjudicielle en 2015 dans l'affaire Gauweiler, à propos d'un programme d'achat spécifiquement pour aider les États en difficulté sous assistance financière, le réel whatever it takes, le seul whatever it takes. La Cour de justice avait répondu, la Cour allemande avait acquiescé en estimant que bon, tout ça était valable. Et puis, nouvelle contestation en 2015 avec ce programme. Et là, cette fois, la Cour de justice répond à la Cour constitutionnelle allemande, prend le soin de rendre un long arrêt, c'est la Reweis, où elle essaye d'expliquer le plus possible pourquoi on est bien dans le mandat de politique monétaire et pourquoi la mesure s'avère proportionnée
même si la Cour de justice dit que son contrôle, c'est un contrôle limité, restreint à l'erreur manifeste d'appréciation, parce qu'on est dans un domaine d'appréciation technique avec des considérations politiques. C'est un contrôle limité, assez classique. La Cour constitutionnelle allemande ne suit pas. Et là on entre alors, pas le choc des titans, je dirais la guerre des juges au sens classique qu'on entend depuis 78, hein, dans la guerre des juges, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle allemande refuse la position de la Cour de justice, donc là il y a une première position, estime que la BCE a statué ultra vires, qu'on n'était pas dans le mandat véritablement de politique monétaire, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en réalité la proportionnalité du programme ne serait pas suffisamment établie par la Cour de justice. Et donc il y a un doute véritablement. Et la Cour constitutionnelle allemande conclut en disant il faut que la Banque centrale européenne explique dans les 3 mois en quoi c'est proportionnel. Sinon, les institutions allemandes et la Banque allemande ne pourront plus appliquer le dit programme. Voilà. Alors, pour moi, sans entrer dans des considérations de technique de politique monétaire, bon, il y a des problèmes en réalité dans l'appréciation même de la Cour de constitutionnelle allemande. Bon, très bien. Il y a un problème d'indépendance aussi des banques centrales. Hein, c'est pas sûr que tout cela soit très respectueux de l'indépendance. Et puis surtout, il y a un problème de guerre des juges parce que là, effectivement, il y a un conflit frontal qui s'est engagé avec la Cour de justice et à laquelle la Cour de justice a répondu avec fermeté le 8 mai, hein, la veille du 9 mai, le 8 mai, par un communiqué dans lequel elle exprimait qu'il y a un principe d'égalité entre les États membres, donc ce n'est pas des titans contre d'autres, hein, il n'y a pas de cours plus titanesques que d'autres, et surtout que la Cour allemande doit, comme tous les juges nationaux, respecter le droit de l'Union, ne peut pas apprécier la validité d'un acte de droit de l'Union. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est engagé. On en est au stade de savoir si la Commission européenne doit engager ou non un recours en manquement, comme elle l'avait fait avec la France. On a parlé tout à l'heure du Conseil d'État, ça c'est le premier point. Et puis, ce qui est plus intéressant, c'est que en réalité, on pourrait penser que et c'est un peu ce que j'avais écrit, c'est que on se demande si c'est pas ce qui est ultra vires, c'est la Cour constitutionnelle allemande en réalité, qui statue ultra vires parce qu'elle dit qu'en réalité la politique monétaire ici n'est pas totalement respectée parce que le programme d'achat de la BCE a des effets sur la politique économique. Et donc la répartition des compétences politiques monétaires, politiques économiques serait méconnue. Cependant, on peut se demander si, une politique monétaire, par définition, a des effets sur la politique économique. Bon, ça, très bien. Et deux, est-ce que la Cour constitutionnelle allemande a conscience des effets que sa décision a, un, sur le droit et sur les rapports de système, deux, sur l'économie et sur l'impact sur les marchés, et trois, d'un point de vue politique, sur le fait que déjà d'autres États membres se sont emparés de cette décision pour dire voilà, la Cour de justice, il ne faut pas la respecter. Et ces autres États membres sont sans surprise, notamment la Pologne, qui voit là une belle occasion d'opposer à la jurisprudence de la Cour sur l'état de droit une résistance nationale sur le fondement des constitutions nationales, etc. Euh, de ce point de vue, finalement, c'est pas totalement nouveau. C'est-à-dire que ça fait depuis les débuts de la construction européenne que la Cour allemande, la Cour italienne et puis bien d'autres après ont engagé un dialogue plus ou moins vertueux, plus ou moins tendu avec la Cour de justice et que la primauté s'avère relativisée. Là, ce qui choque plus que tout, c'est, au-delà du raisonnement juridique, c'est le moment où ça intervient. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément opportun. Mais sur le raisonnement même de la Cour constitutionnelle allemande, comme dernier arrêt rendu sous la présidence d'Andreas Voss-Kuhle, ça paraît assez logique comme aboutissement d'une politique jurisprudentielle qui a construit, depuis notamment l'arrêt Honeywell de 2010, qui a construit une véritable théorie de l'ultra vires et qui l'applique avec évidemment ce qu'il peut y avoir de contestable. Merci beaucoup, Francesco, pour ces éclairages, ce timing absolument impeccable que tu tiens au cordeau pour cette première intervention. Bon, écoute, que dire, à part laisser éventuellement la place à des réactions. La mienne était celle de l'ignorance, au-delà des éléments que j'avais pu lire sur cette décision qui serait donc, tu dis, un peu la dernière marquante sous l'ère Fall School.
il est plus président. Ouais, ouais. Mais qu'on pourrait en quelque sorte lui attribuer à travers l'aura qu'elle peut avoir. Oui, après, il y a eu un vote 7 contre 1, donc c'est majoritaire, hein, Ouais. Est-ce que mais bon, c'est quand même, il y a sa petite patte, disons. est-ce que Sébastien, ça t'inspire une réaction immédiate? Oh, plusieurs même. J'ai un peu suivi cette affaire, enfin, un peu comme tout le monde, hein, ça a été un espèce de choc dans le landerneau des européanistes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait en dire. Juste revenir sur quelques petits éléments, je pense. Quelque chose qui est tout à fait marquant dans cette décision de la Cour constitutionnelle allemande, c'est le maniement du principe de proportionnalité. C'est-à-dire que normalement, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande, elle est basée sur l'idée que on ne peut écarter un acte de l'Union européenne que s'il y a méconnaissance des compétences. Or là, dans cette affaire, elle se fonde sur le principe de proportionnalité. Et donc, en faisant ça, elle semble confondre deux principes fondamentaux en droit de l'Union européenne, qui sont le principe d'attribution et le principe de proportionnalité. Ce qui est, euh, ce qui est un peu bizarre. Et au début, je ne comprenais pas bien. Et c'est en fait en lisant d'ailleurs Francesco et le papier que Francesco avait publié dans le Club des juristes que j'ai fini par comprendre en réalité, la raison pour laquelle la Cour constitutionnelle allemande utilisait le principe de proportionnalité, c'est parce que quelque part, elle calque sa propre conception des compétences et elle essaye de l'incruster en droit de l'Union européenne. Comme l'a dit Francesco, ce que reproche la Cour constitutionnelle allemande, c'est le fait qu'on a une décision qui poursuit un objectif monétaire, mais qui a des conséquences économiques. Et pour la Cour de justice, c'était tout à fait finalement normal. Et en réalité, ça, c'est cohérent avec la jurisprudence de la Cour de justice qui a toujours eu une conception téléologique des compétences, c'est-à-dire que les compétences se définissent par les objectifs qui sont poursuivis. Et donc, que ce soit dans Goweiler, que ce soit dans son arrêt Weiss à elle, à la Cour de justice, avait dit, bon, il y a un objectif monétaire, la mesure, elle est cohérente avec l'objectif monétaire, donc ça tombe bien dans la compétence monétaire. Et la Cour constitutionnelle, elle aborde finalement une autre approche de la théorie des compétences en disant, mais non, les compétences, elles ne se définissent pas par l'objectif, elles se définissent par les conséquences. Elles se définissent par le fait que, substantiellement, au fond, la mesure déborde sur la matière économique. Et du coup, c'est ça qui explique quelque part pourquoi elle mobilise le principe de proportionnalité, parce que du coup, le raisonnement de la Cour constitutionnelle allemande consiste à dire, ben, ok, effectivement, toute mesure monétaire elle a des effets économiques, mais ces effets économiques doivent être limités, doivent être proportionnés, faute de quoi, finalement, si le débordement est trop important, on déborde sur la compétence économique des États membres, et ça explique un peu pourquoi la Cour constitutionnelle fait cette espèce de mélange entre principe de proportionnalité et principe d'attribution. Mais le problème, c'est que faisant cela, euh, elle remet en cause une grosse tradition jurisprudentielle de la Cour de justice, parce que la Cour de justice a toujours raisonné comme ça. Elle a toujours raisonné en termes de compétences téléologiques, en termes de compétences par objectif, et c'est comme ça que l'intégration européenne s'est développée, c'est comme ça que la Cour de justice a justifié des tas de mesures prises par l'Union européenne qui n'auraient peut-être pas été euh, justifiables avec une conception substantielle de la compétence, mais qui deviennent avec une conception téléologique. Et tout ça pour dire que, en réalité, le raisonnement retenu par la Cour constitutionnelle allemande, il est fondamentalement, diamétralement, totalement et substantiellement euh, incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et même avec, on va dire, les fondements euh, presque constitutionnels du droit de l'Union européenne. Merci Sébastien. Je ne sais pas si Francesco veut réagir à cette réaction. Débat hyper technique sur la question des compétences, je suis totalement d'accord avec Sébastien. Je crois qu'il y avait une vraie tension sur le fait que les précédents programmes d'achat, c'était vraiment des programmes, whatever it takes, c'était un programme d'aide
aux États en difficulté, aux États de la zone euro en difficulté. Et donc là, le reproche, et peut-être qu'il était fondé, c'est de dire, mais vous utilisez la politique monétaire pour aider des États budgétairement en difficulté. Sauf que là, ça ne tient pas. C'est ça le problème, c'est que ça ne tient pas, puisque c'est vraiment un programme de politique monétaire qui n'a pas vocation à aider les États, c'est simplement un programme d'achat. Une banque centrale achète des titres. Et parmi ces titres, il y a des titres publics. Donc, en réalité, la tension, elle était avant. Elle était dans l'affaire Gauweiler sur le programme OMT, le Whatever It Takes. Et là, la Cour constitutionnelle n'a pas saisi l'occasion, alors que la reine n'était pas véritablement motivée du côté de la Cour de justice. Là, moi, j'aurais compris qu'elle aurait retenu à l'ultra vires. Mais pour l'arrêt Weiss, là, j'ai du mal à comprendre cette vision des choses qui repose, à mon avis, sur une interprétation erronée quand même du traité. Et, alors que la Cour constitutionnelle allemande prétend quand même raisonner en droit et peut-être mieux que les autres. Merci Francesco. Une autre réaction de la voix qui nous suit ce soir, peut-être? Oui, avec plaisir, effectivement. Je ne peux que partager tout ce qui est dit maintenant, peut-être en introduisant quelques nuances et quelques précisions. Je ne parlerai pas dans ma chapelle ce soir parce que la Cour de justice a très mal réagi à cet arrêt de Karlsruhe. On a beaucoup parlé de son communiqué de presse, mais on a peut-être oublié le communiqué de presse de Karlsruhe elle-même, où la Cour constitutionnelle allemande fait état d'un arrêt incompréhensible. Alors, toute la question est de savoir, c'était en anglais, question de savoir quel était le sens donné à ce mot incompréhensible. Est-ce que compréhensible, ça signifie qu'on partage? Donc là, ce serait un arrêt qui ne serait pas partagé par Karlsruhe, ou est-ce que c'est un arrêt qui est incompréhensible en ce sens qu'on ne comprend pas le raisonnement de la Cour? Le raisonnement de la Cour est discutable, hein, je rejoindrai ce qui a été dit avant, je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques. Faut-il que ça soulève un débat? Effectivement, je crois que nous avons dépassé le stade du dialogue des juges ici, mais on ne l'a pas encore totalement détruit. Nous ne sommes pas encore dans une guerre des juges. Je pense qu'il y aura un aller-retour. L'Allemagne est dans une situation politique particulière. Il y a effectivement une transition qui va s'opérer à Karlsruhe même, à la chancellerie. On va voir ce qui va se passer à la Cour de justice. Je suis un petit peu inquiet, en revanche, sur cette remise en cause qui a été très bien soulignée auparavant, cette remise en cause de la primauté des arrêts préjudiciels qui lient non seulement la juridiction de renvoi, mais toutes les juridictions de l'État membre de la juridiction de renvoi et tous les États membres, parce que cette remise en cause de l'autorité de la chose interprétée par la Cour de justice auprès des juridictions des États membres, en l'espèce, va remettre en cause peut-être plus largement, je crois, surtout dans une atmosphère largement nationaliste des gouvernements européens aujourd'hui, la primauté de l'Union européenne est peut-être affectée in fine, tout élan vers une construction européenne qui semble de plus en plus criante, notamment à la lumière de la crise du Covid-19. Merci. Encore un mot peut-être sur ce sujet. Donc, on est passé du choc au dialogue et à l'éventuelle menace d'une guerre pour en tout cas envisager plus raisonnablement un aller-retour, comme tu viens de le dire. What else? Peut-être que c'était aussi un message envoyé aux politiques en disant c'est pas à la BCE de prendre des décisions politiques. Et certains interprètent l'initiative franco-allemande sur le Recovery Fund comme étant une des conséquences, du moins du côté merkelien, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle que pourtant Merkel a dit vouloir respecter devant le Bundestag. Donc voilà, l'ultra-vires, c'est peut-être aussi des effets, les crises sont créatrices parfois, au-delà de la guerre ou le dialogue tendu des juges, il y a aussi la question du dialogue entre le juge et le politique. Sébastien, tu voulais ajouter un mot? Oui, juste sur quelque chose que Francesco a abordé, qui est assez important aussi. Francesco a rapidement abordé la question de l'effet de contamination potentielle de cet arrêt sur les régimes qu'on dit illibéraux en Europe, mais essentiellement la Pologne et la Hongrie. Et donc effectivement, c'est un vrai risque, mais je constate qu'il y a eu sur ce point quelques évolutions récentes, notamment en Hongrie,
Juste après l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande, la Hongrie s'est prévalue de ce précédent pour prétendre ne pas exécuter un arrêt en manquement qui avait été prononcé contre la Hongrie très récemment sur la rétention des demandeurs d'asile et des étrangers en situation irrégulière dans la zone de transit serbo-hongroise. Et la Hongrie avait dit on va faire comme les Allemands, on va envoyer cet arrêt devant notre Cour constitutionnelle à nous, qui n'est plus indépendante, puisque ça a été une des méthodes qui a été utilisée en Hongrie de couper l'indépendance des juridictions. Et donc, le gouvernement hongrois disait on va envoyer cet arrêt dans la Cour constitutionnelle et vous allez voir ce que vous allez voir, la constitution hongroise va prévaloir. Et aujourd'hui, ça a été d'ailleurs mentionné dans un certain nombre de médias, y compris en France. Aujourd'hui, le gouvernement hongrois a relâché, entre guillemets, c'est-à-dire les amis dans des centres de rétention normaux, les personnes qui jusque-là étaient dans cette zone de transit qui a été déclarée illégale par la Cour de justice. Donc, ça montre bien que, disons qu'en tout cas, ce premier exemple montre que pour l'instant, l'effet de contamination est peut-être contenu. C'est-à-dire qu'il y a quand même une crainte de la part de ces gouvernements-là, qui par ailleurs sont des récipiendaires très importants de fonds européens et qui craignent que des abus de leur part conduisent à une fermeture du robinet financier européen. Donc, ces États-là semblent pour l'instant au moins essayer de garder la face et de ne pas violer frontalement le droit de l'Union européenne, en tout cas pour l'instant. Si Marc, tu m'autorises, juste pour réagir rapidement, je ne veux pas être défaitiste, je demeure un Européen optimiste, mais je ne partagerai pas cette opinion aussi positive. Les décisions de la Cour de justice, notamment sur la nomination des juges en Pologne, sur d'autres questions, ont suscité des réactions souverainistes, pour utiliser un terme courtois, qui sont assez saillantes et qui sont ressenties à Luxembourg. Et on oublie, sous couvert de considérations politiques, malheureusement, le système de compétences attribuées qu'on évoquait tout à l'heure, le glissement qui a été très bien évoqué entre la question des compétences attribuées et de la proportionnalité. Ces questions éminemment juridiques sont un petit peu laissées de côté pour faire prévaloir des considérations politiques avec des effets pervers assez importants. Alors, lorsqu'il s'agit de la Pologne ou de la Hongrie, on a tendance un petit peu à pouffer. Lorsqu'il s'agit de la Cour constitutionnelle allemande, c'est un peu plus sérieux. On a dépassé le stade du Zolange. L'essentiel, c'est qu'on n'ait pas encore atteint le stade du trop tard. Merci, cher Dab.